Voilà. Voilà, donc bienvenue à toutes et tous pour cette rencontre organisée dans le cadre de Chantier commun, la 4e édition, qui a lieu jusqu'au 2 avril, donc en Normandie. Moi, je suis Elisabeth Taudière, je suis directrice de Territoire Pionnier, la maison de l'architecture basée à Caen, qui organise Chantier commun, mais qui aussi porte des résidences d'architectes dans le cadre de son laboratoire des territoires depuis maintenant plus de 10 ans. Et ce soir, donc cette présentation, ou ce retour d'expérience, en fait, on souhaitait le partager parce qu'il nous a beaucoup nourri, nous, ces derniers mois, mais aussi parce que pour l'instant, les filles ont présenté leurs travaux au mois d'octobre aux habitants, mais que depuis cette période-là, il n'y a pas eu l'occasion de le faire. Et là, du coup, Chantier commun, c'est vraiment le moment pour partager cette expérience et nourrir aussi les pratiques des uns et des autres. Voilà, donc c'est un temps qui nous a semblé, Chantier commun, c'était vraiment un moment qui nous a semblé propice à tout ça. Donc ce soir, pour parler de tout ça, donc il y a les 3 résidentes, Chloé Gautret, Maude Corcoral et Rose Ewins, qui sont présentes et qui prendront la parole tout à l'heure. Des représentants de la commune de Saint-Sauveur-Village qui a accueilli avec nous cette résidence dans la commune, cette commune nouvelle, donc, et qui présenteront le territoire, donc représentés ce soir par Aurélie Gigant et Laurent Huette. Et puis, pour nous accompagner, on a eu depuis quelques temps une collaboration un peu renforcée avec Marin Schaffner, qui lui-même interviendra sur vraiment le cadre d'une approche par bassin versant, une approche aussi biorégionale, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, et puis l'opportunité aussi qu'a apporté cette résidence et ce qu'elle a généré. Alors, le cadre de cette résidence, donc cette résidence, c'est une résidence d'architecture qu'on a souhaité mener pour questionner des effets déjà sensibles du dérèglement climatique en Normandie. Donc, cette commune du Cotentin là, est déjà, toute cette zone du Cotentin là, est très sensible à ces effets du dérèglement climatique. Et l'idée, c'est d'accompagner depuis le terrain le territoire pour essayer de voir comment mobiliser les populations et les sensibiliser à ces questions et essayer par la présence d'architectes, de révéler des opportunités, des potentiels, des savoir-faire, une culture partagée, une culture locale à partager ou à partager. On va le voir dans les travaux des résidentes. Et essayer de poser aussi des premiers actes d'action concrète. Donc, alors ça, c'est vrai que c'est en 6 semaines, donc c'est très, très court, hein, très ambitieux. Voilà. Et donc, cette rencontre-là, ça va être l'occasion de revenir sur toute cette démarche qui a été menée par les 3 résidentes que nous avons accueillies. Je vais passer tout de suite la parole à Aurélie Gigant, maire de Saint-Sauveur-Village, donc commune de la communauté de communes Coutances-Mer et Bocage, dans Cotentin, donc dans la Manche, qui va présenter un petit peu la commune, mais surtout aussi l'opportunité qu'a représenté l'accueil de cette résidence en début de mandat, puisque c'était le cas. Et puis le lien aussi avec le parc naturel régional des Marais du Bessin et du Cotentin, qui est un partenaire historique, on va dire, de nos résidences d'architectes, puisque c'est un territoire où on en a fait plusieurs depuis la création du laboratoire des territoires. Et voilà, il y avait aussi cette opportunité de partenariat avec le parc qui a été possible. Voilà, Aurélie, je te laisse poursuivre. Alors, on n'entend pas. Attends, je peux te... Est-ce que c'est à moi de te remettre le... Voilà. C'est bon? Tout le monde m'entend? Oui. Alors, bonjour à tous.
Je suis très heureuse ce soir d'être ici pour vous parler de cette résidence qui a été un moment assez intense en fait sur Saint-Sauveur-Village. Je vais vous faire une petite mise, enfin, donner des informations en tout cas sur Saint-Sauveur-Village. Qu'est-ce que c'est comme commune? En fait, c'est une commune nouvelle qui a été créée en 2019, début 2019, avec 7 communes qui se sont regroupées dans le Bocage, dans le centre-Manche. La particularité de cette commune nouvelle, c'est que, en fait, je n'ai pas du tout participé à sa construction. J'ai été élue en juin 2020 avec une équipe nouvelle pour la plus grosse partie. Et du coup, c'est vrai qu'en remportant ces élections, on s'est retrouvé en tant qu'équipe avec cette commune qui avait été créée assez rapidement. Et, et voilà, et on allait en tout cas devoir en prendre des rênes, s'en emparer et devoir accompagner en tout cas cette nouvelle commune. Donc, je vous ai dit, c'est 7 communes. Ancteville, La Rondeuée, Le Minibu, Saint-Aubin-du-Perron, Saint-Michel-de-la-Pierre, Vaudreuil-Ménil et Saint-Sauveur-d'Amblin dans le centre. Et c'est une commune qui, en fait, est assez étendue. Elle s'étend sur 57 km², je vous ai dit, en plein cœur de la Manche. Donc, en fait, on est arrivé, jeune équipe, beaucoup de nouveaux élus, première expérience. Et on s'est dit, et en tout cas, avec plein d'envie, et aussi la difficulté de se dire, mais par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Et on avait la chance, en tout cas, parmi l'équipe, d'avoir des élus qui avaient déjà suivi un petit peu le principe des résidences et qui se sont dit, voilà, on va monter une résidence à Saint-Sauveur, ce qui va nous permettre de poser les bases, en tout cas, d'un travail de réflexion sur les dossiers à mener sur cette commune nouvelle. Quelles étaient les ambitions de l'équipe? Au-delà de ça, il y a une chose qui était très importante pour nous, c'est tous les enjeux environnementaux, parce qu'on a conscience que on est dans un monde d'une extrême fragilité en ce moment, qu'on n'en maîtrise pas du tout le calendrier, même si on sait très bien vers quoi on va, même si pour beaucoup, on ne veut pas trop le voir parce que ça inquiète. Et en tout cas, ça nous semblait fondamental de nous poser ces questions-là pour avoir en tout cas des outils d'aide à la décision et savoir par quoi on commence nos projets au niveau de la commune, qu'est-ce qui est le plus pertinent et comment est-ce qu'on peut créer en tout cas quelque chose qui va permettre aux habitants de cette commune nouvelle de se trouver embarqués dans la même histoire et en tout cas qu'est-ce qui va pouvoir créer un lien avec finalement une entité qui est toute naissante et qui n'a pas encore d'existence. Voilà. Donc en fait, pour nous, la résidence a été un outil vraiment très très important pour se poser la question comment on habite le territoire, qu'est-ce qui fait la richesse aujourd'hui et pour en tout cas nous projeter et avoir la possibilité de se dire mais comment ce sera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans et quelles vont être les priorités en tout cas de nos projets. Voilà. Merci Aurélie. Merci pour cette introduction qui pose vraiment le cadre qui est aussi le vôtre, le contexte dans lequel on est arrivé, nous, territoire pionnier, mais aussi dans lequel sont arrivées les résidentes. Et puis, donc, je vais passer la parole tout de suite à Marin Schaffner, qui lui est ethnologue et auteur et éditeur et qui travaille sur l'approche biorégionale, l'approche des bassins par bassin versant. Marin, est-ce que tu veux nous faire une petite intro de ton point de vue sur cette résidence? Comment tu l'as accompagnée aussi au sein de Territoire Pionnier? Oui, je veux bien. Allez. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, en effet, comme Elisabeth vient de le dire, moi, je suis auteur et traducteur et je travaille avec une maison d'édition qui s'appelle Wild Project, qui est basée à Marseille. Et ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur les bassins versants et sur les questions biorégionales. Et dans la préparation de ce petit temps qu'on passait ensemble,
j'ai bien voulu faire l'introduction de ce que c'est qu'une biorégion parce que c'est quelque chose qui va traverser l'ensemble de nos discussions ce soir et qui a vraiment traversé la résidence de Rose, Maud et Chloé. Donc, déjà, en plus, moi, j'ai grandi à Coutances, dans la Manche, donc à même pas 15 km de Saint-Sauveur-Landelin. Donc, c'est une biorégion que je connais bien. Un bocage qui est le mien, voilà, qui est le pays où j'ai grandi. Et c'est vrai que quand on a discuté avec Elisabeth, qu'on s'est rencontrés donc vraiment autour de ces questions biorégionales, moi, j'avais le sentiment qu'en revenant en Normandie et en voyant ce que Territoire Pionnier faisait depuis une dizaine d'années avec ce laboratoire des territoires, toutes ces résidences d'architectes, on avait là l'embryon de quelque chose qui pouvait ressembler à ce qu'est une dynamique biorégionale. Et donc, pour enfin le définir, l'idée de la biorégion, qui vient de la côte ouest des États-Unis dans les années 60-70, c'est d'essayer de repenser les territoires sur lesquels vivent les communautés humaines, non plus depuis des frontières administratives, mais depuis des frontières géographiques et des frontières biologiques, donc des frontières biogéographiques, on pourrait dire. Ça veut dire se remettre à l'intérieur des continuités qui sont celles du vivant pour essayer de penser, d'appréhender ce que c'est que le lieu dans lequel on vit. Comme le disaient les biorégionalistes, chaque lieu dans lequel on vit est vivant et il s'agit de savoir ce que nous, on lui redonne. Comment est-ce qu'on y habite et comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on en a un usage. Et dans la majorité des cas, dans les sociétés dans lesquelles on vit, on le sait très bien, l'usage qu'on en a, c'est surtout un usage utilitariste, souvent même d'exploitation, voire extractiviste. Et donc, il y a tout un enjeu dans nos sociétés un peu hors sol à essayer d'imaginer ce que ça pourrait être que ces réhabitations. Et un des motifs, un des schémas sur lequel les biorégionalistes se sont beaucoup appuyés, ce sont les bassins versants. Donc, les bassins versants, c'est le réseau hydrographique d'un fleuve. Donc, c'est un fleuve et tous ses affluents. C'est le dessin que fait l'ensemble des cours d'eau qui se jettent jusqu'à une rivière qui, elle, va à la mer. Et ce dessin-là, à Saint-Sauveur-Village, donc commune nouvelle, réunion de cette commune ancienne, ce dessin-là, il est assez intéressant parce que cette commune nouvelle, elle est en amont d'un parc naturel régional, le PNR des Marais du Cotentin. Et il y a donc tout un travail, toute une réflexion possible sur une solidarité de bassin versant, sur une solidarité amont-aval, et se dire que la manière dont on se comporte sur ce territoire-là, dans cette commune nouvelle, va avoir des implications directes sur la qualité des eaux et donc sur les possibilités des vivants à bien vivre en aval dans un parc naturel régional. Donc, voilà, quand on a eu toutes ces discussions avec Elisabeth et qu'on essayait d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait penser ensemble une résidence qui accompagnerait la dynamique citoyenne qui avait lieu à Saint-Sauveur-Village. On s'est dit que cette notion de bassin versant et de solidarité amont-aval pouvait vraiment être une bonne manière de questionner voilà, les envies écologiques, comme Aurélie le disait très bien, de cette dynamique habitante qui était en train d'avoir lieu. Voilà, peut-être je m'arrête là pour maintenant, mais on peut avec plaisir approfondir ensuite les sujets, les réflexions. Mais je pense que ce sera plus intéressant de le faire en s'appuyant sur ce que les filles ont pu faire directement à Saint-Sauveur. Je complète un petit peu le cadre. En fait, on a mené en 2020 une résidence dans la même communauté de communes, Coutances-Mer et Bocage, à Regnéville-sur-Mer, où on a questionné plutôt le littoral et la montée des eaux avec les élus, avec les actrices et les acteurs locaux. Et ça a été une première occasion d'entrer dans ces sujets. Et ensuite, la solidarité entre littoral et bocage s'est posée. Et donc, un peu naturellement, la résidence à Saint-Sauveur-Village, qui est vraiment sur les hauteurs par rapport à Regnéville, venait compléter en fait la réflexion qu'on avait déjà engagée et venait aussi apporter des éléments pour la construction du PLUI qui est en cours à Coutances-Mer et Bocage et qui permettait aussi d'aider, comme on l'avait fait à Regnéville, d'aider la collectivité à se questionner sur le projet ou les projets ou des visions partagées de l'avenir de ce territoire à prendre en compte aussi dans l'établissement du règlement d'urbanisme en cours. Voilà. Alors, je vais... Marin. Ouais, et juste très rapidement, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite, mais c'est pour réagir sur ce que disait Aurélie. Par ailleurs, cet aspect un peu de projection, de prospective, il est aussi très important à la fois pour la biorégion et dans le cadre de cette résidence. Donc notamment, je ne sais pas si toutes et tous vous l'avez vu, mais il y a eu un GIEC normand qui s'est tenu, donc qui est l'application des scénarios du GIEC à la région Normandie.
Et ce qu'ils promettent pour 2040, 2050, 2060, un horizon à plus 20, plus 30 ans, est à la fois très inquiétant par plein d'aspects en termes de sécheresse, de montée des eaux, de salinisation des nappes phréatiques, de relocalisation de centaines de milliers de personnes et d'activités industrielles, notamment beaucoup liées à la mer, conchilicole et ostréicole. Et c'est vrai que le territoire du Cotentin, pris à l'intérieur de ces scénarios du GIEC, on sent qu'il va vraiment y avoir besoin de repenser les manières de l'habiter et que le changement climatique arrivant, la manière dont on y vit aujourd'hui ne sera probablement plus la même dans 20 ou 30 ans. Et donc là aussi, il y a tout un ensemble de choses à dévoiler, à creuser, à réfléchir et qui ont, moi, je trouve aussi, été vraiment adressées de façon intéressante dans le cadre de la résidence des filles, à qui je laisse la parole. Bon, ben, voilà, je fais comme Marin, je vous laisse la parole. Merci. Donc voilà, peut-être vous présenter peut-être toutes les trois, puis après, je ne sais pas comment vous avez prévu ça, mais... Oui. Bonjour à tous. Oui, c'est vrai qu'on peut peut-être se présenter toutes les trois d'abord. Donc, Chloé Gausseret, je suis architecte de formation et architecte HMO-NP. Et là, en ce moment, je travaille plutôt pour des collectivités territoriales en accompagnement, en stratégie urbaine, un peu en AMO. Voilà, donc j'ai fait cette résidence avec Rose et Maude que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Rose et je suis, comme Chloé, architecte de formation et j'ai également suivi une formation en urbanisme. Et donc là, je travaille dans une agence en architecture et en urbanisme. Je mène notamment une étude urbaine sur la ville de Sarcelles. Et bonjour à tous, Maude Corcoral, moi je suis urbaniste de formation, j'accompagne les collectivités notamment sur des projets de territoire ou surtout liés à l'habitat. Et à côté de ça, j'ai d'autres activités plus liées à l'environnement et au maraîchage. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est, on a préparé un petit diapo. Donc voilà, je vais vous le partager, puis on va vous expliquer un peu comment on a envisagé la résidence et qu'est-ce qu'on a réussi à y faire et qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à y faire aussi dans cette idée de biorégion. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Partager, c'est pas la bonne page. Alors, voilà, est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Oui. On voit très bien. Donc, pour commencer, donc notre approche, sans commande vraiment très précise, préétablie, puisque c'est le propre d'une résidence, c'est d'expérimenter en vivant sur place. Notre proposition a été de deux ordres. D'abord, un calendrier qui consistait on s'est dit, puisqu'on ne sait pas à quoi s'attendre exactement d'une résidence et puisque tout doit venir aussi du territoire, on va proposer de passer d'abord 2 semaines sur place pour appréhender le territoire et puis s'imprégner des lieux, rencontrer des gens, etc. Ensuite, laisser passer un peu de temps, revenir pour 3 semaines, où là, l'idée, c'était de tirer un peu plus les fils de ce qu'on avait entrevu les 2 premières semaines, et puis de préparer une dernière semaine donc de restitution, donc, qui était à part. Donc voilà, on a fait 2 semaines en juin, 3 semaines en septembre et 1 semaine en octobre. En fait, c'est à partir de là qu'on a articulé le contenu via cette approche déjà qui était un peu phasée. Donc, on a été logé au cœur du village, voilà, grâce aux élus qui nous avaient trouvé un logement et un local pour pouvoir aussi être visible et travailler sur place, qui est vraiment le propre d'une résidence. Maude, je te laisse la parole. Ouais, en arrivant ici, en fait, nous, notre première question, ça a été, c'était une question qui a été posée dès le jury, c'est comment on allait rencontrer les habitants. On parle d'un territoire qui est quand même très vaste, 57 km². Alors, comme dit Chloé, on avait le local, du coup, on était assez bien identifié. En plus, un local avec une grande vitrine, un ancien coiffeur. Donc, ça a été quand même une belle interface. On avait aussi des articles de presse qui faisaient que, au final, les habitants, lorsqu'on les croisait dans la rue, c'est bête, mais ils reconnaissaient nos visages. Du coup, ils savaient nous situer. Du coup, ça a appelé leur curiosité. Suite à cela aussi, on a eu un accueil de la part de la mairie avec une journée
organisé pour nous accueillir, nous présenter. Et en fait, très rapidement, on s'est dit, mais d'accord, le local, c'est très chouette, mais peut-être que les habitants sont assez timides à franchir le seuil. Alors, allons les rencontrer là où ils sont. On est sur un lieu où il y a beaucoup d'associations, de randonnées notamment, une pratique du VTT qui est très poussée. Et du coup, c'est vraiment par ces voies-là. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard dans la présentation, mais il en a été de même pour toutes les animations en fait, qu'on a proposées par la suite. On a essayé vraiment d'aller chercher les gens les habitants dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils font, là où ils sont. Peut-être, Rosie, je te laisse la parole sur la manière dont on a déchiffré le territoire. Tout à fait. Alors, en parallèle de ce travail d'arpentage du territoire, d'aller à la rencontre des habitants, on a aussi cherché à se confronter à des cartes, puis à en redessiner également, puisque ça fait partie de nos outils de compréhension et de lecture du paysage. Et on a travaillé principalement à 2 échelles, de manière à rendre compte à la fois de ce qu'on voyait sur place et de notre réflexion plutôt à échelle territoriale dans une logique de biorégion. Donc la première échelle que vous voyez à gauche de votre écran, c'est l'échelle territoriale. Il y a un périmètre noir autour de Saint-Sauveur-Village et on voit qu'on est au cœur de la Manche. Et c'est cette échelle-là qui nous permettait de réfléchir vraiment à l'échelle du bassin versant. Donc, comme le disait tout à l'heure Elisabeth, on est marin, on se trouve à Saint-Sauveur-Village en amont d'un système hydrographique qui mène au parc naturel régional des marais du Bessin et du Cotentin. Et donc, on est vraiment à la lisière entre la limite entre 2 systèmes de pays. Plutôt un haut pays sur lequel se trouve principalement Saint-Sauveur-Village et un bas pays qui correspond donc à ce territoire de marais. Donc là, sur la carte, c'est tout ce qui est identifié un peu en zone grisée le long des cours d'eau qui correspond donc à ce territoire de marais. Et c'est vrai que nous, ce qui nous a intéressé avec ce type de paysage, c'est les complémentarités qu'on peut trouver entre les terres de marais qui sont inondées une partie de l'année et puis les terres du haut pays qui ne le sont pas. Et c'est vrai qu'à l'aune des préoccupations des dérèglements climatiques, on pense que cette complémentarité-là, elle est vraiment importante à penser et à prendre en considération. Et les données du GIEC normand qui nous invitent à imaginer une évolution du trait de côte, elles sont aussi un facteur à prendre en compte quand on réfléchit à cette échelle-là. Donc, Saint-Sauveur-Village, on se trouve un peu à la limite entre ces 2 systèmes de haut pays et de bas pays. Et donc, la deuxième échelle sur laquelle on a travaillé, c'est plutôt l'échelle locale. Donc, la carte que vous avez à droite de votre écran, donc ici, on a toujours le périmètre de la commune nouvelle de Saint-Sauveur-Village qui est identifié avec le trait pointillé noir. Donc, cette carte, elle montre qu'on est effectivement sur une commune très vaste, donc de 57 km², avec des noyaux de bourgs, donc 7 anciennes communes donc, qui ont fusionné pour créer cette commune nouvelle. Et donc, un territoire vraiment très peu dense en termes de construction, donc grande majorité rurale. Donc avec d'un paysage de bocage très largement marqué. Voilà, donc notre approche a été de s'appuyer sur les données qu'on avait du parc naturel régional et également du GIEC pour envisager la lecture de ce territoire. Le fil rouge qu'on a tiré, c'est donc de comprendre qu'est-ce qui fait commun, comment on vit ici, comment est-ce qu'on arrive à identifier les richesses partagées et présentes et sur lesquelles on peut s'appuyer pour envisager l'avenir. Et donc, en termes de richesse, voilà ici un exemple d'un groupe de chanteuses locales a cappella qui illustre bien qu'en fait, pendant les 2 premières semaines, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ingrédients qui étaient déjà en présence et qu'on était sur un territoire assez riche en termes de vie, de biodiversité, en termes d'action, de lien et de volonté. Et on s'est même dit, mais en fait, il n'y a plus qu'à... il y a déjà tout, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, voilà, c'est évidemment pas si simple. Donc là, on va vous proposer de vous projeter une petite vidéo, si on arrive à la faire fonctionner, qui vous donneront peut-être un meilleur aperçu et quelques images du territoire. Alors, attendez, il faut que j'essaye de le faire.
J'espère que le son fonctionnera. Vous me dites si ce n'est pas le cas. On n'entend pas le son. Ouais, on n'entend pas le son. Ouais. Mince, moi je l'entends. Bon, bah, sinon, c'est pas très grave. On vous enverra le lien. On vous enverra le lien à la fin de... Alors, attendez, je vais vous remettre le diapo dans ce cas. Bon, c'est pas grave. C'était une petite vidéo qu'on a fait, qui faisait partie un peu aussi de la demande de cette résidence, qui résume un petit peu l'approche qu'on a fait, puis qui montre quelques images. On vous mettra le lien à la fin, et puis comme ça, vous pourrez... Enfin, on la mettra en ligne pour que vous la partager. Donc, peut-être moi, je peux te laisser continuer sur comment, de quel objet on est parti. Vous avez peut-être vu au moins le titre de la vidéo qui est Ce que le pain dit du pays. Ça a été aussi notre titre de restitution en fait, puisque notre résidence a gravité entre autres autour du thème du pain, mais plus amplement du four à pain et de tout ce que ça vient dire. Pourquoi le four à pain? Nous, on est arrivé en fait avec un corpus théorique assez conséquent sur qu'est-ce qu'une biorégion ou autre à éprouver dans la matière, dans le concret. Et du coup, pour cela, il nous fallait un objet très atterri, histoire d'arriver un peu au niveau de la Terre et sortir de celui des nuages. Et le four à pain en a été un, c'est-à-dire que ça a été notre premier étonnement en arrivant, enfin en commençant à parcourir le territoire. Parce que des fours à pain, en fait, il y en a dans toute la France, pour ainsi dire. Par contre, là, ce qui était vraiment assez curieux, c'est qu'il y en avait beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, ça nous a étonnés, ça nous a interpellés. Et au-delà de ça, en fait, en commençant à partager avec les habitants ou autres sur cette question, on s'est rendu compte assez vite que c'était un objet d'affect, un objet de mémoire. Beaucoup d'histoires ont commencé à émerger de je me rappelle avec mon grand-père, j'allumais le four ou autre. Et petit à petit, il y a un récit en fait qui est venu se faire et qui nous a permis en fait, nous, de déployer beaucoup de thèmes qu'on avait déjà aperçus. C'est-à-dire qu'en partant du four à pain, on a pu aller interroger l'architecture, comment on construit avec ce qui nous entoure, parce que ces fours à pain sont en terre. L'organisation sociale, le maillage territorial, la convivialité, en fait, comment est composé ce territoire-là. L'histoire de l'agriculture aussi, des sols et des climats, en fait, d'où vient la farine. Et aussi l'histoire de l'eau, de ces moulins. Donc, quels sont les tracés de l'eau, quelle est cette géographie de l'eau et comment l'humain a su vivre avec la force des éléments qui les entourent. Donc, c'est un peu tous ces récits-là, en fait, la somme de ces récits-là que nous a permis l'exploration du four à pain. Et je dirais que plus amplement, en fait, ça nous a permis de faire un récit de territoire et en tout cas d'élaborer des pistes de réponse sur comment ici on peut penser le fait de réhabiter ce territoire-là. Quels sont les gestes, les pratiques, les savoir-faire que l'on peut mettre à l'honneur au travers de l'exemple de ce four à pain. Et là, ce qu'on va vous proposer peut-être, c'est de repasser ces étapes de la graine à l'assiette qu'on a allé explorer, c'est-à-dire la graine, la farine, le pain et l'assiette, de reparcourir ensemble un peu tous ces fils rouges. Du coup, la première étape, c'est la graine. Et on est un peu parti à la recherche des céréales panifiables dans la région, dans la Manche, avec l'idée que si historiquement il y avait tant de fours à pain qui avaient été construits à une époque où le circuit court, il allait de soi, c'est que sans doute il y avait dû y avoir des céréales panifiables cultivées dans la Manche. Et cette idée-là, elle s'est heurtée un peu à des notions, à des idées reçues sur le territoire
normand. L'idée que en Normandie, dans la Manche, c'est une terre principalement d'élevage. Et d'ailleurs, l'idée reçue, c'est que c'est compliqué d'y faire pousser quoi que ce soit d'autre et que vraiment la vocation agricole largement affirmée de ce territoire-là, c'est l'élevage. Donc, ce que montre cette carte à gauche de l'écran, c'est les différents types de pratiques agricoles sur la commune de Saint-Sauveur-Village. Et on voit qu'en vert pâle, c'est les territoires de prairies et en vert foncé, c'est la culture de maïs. Donc, on voit que c'est vraiment la pratique de l'élevage qui domine largement ce territoire-là. Mais cette idée reçue selon laquelle vraiment la seule vocation du territoire en matière d'agriculture, c'est l'élevage, elle se confronte en réalité à ce qui s'est passé historiquement, comme en témoigne le nombre important de fours à pain, et qui, en fait, quand on creuse un peu dans la mémoire des habitants ou quand on creuse un peu dans les archives, on se rend compte que historiquement, il y avait plutôt une agriculture vivrière sur le territoire et qu'on cultivait encore des céréales panifiables encore jusqu'à la Seconde Guerre mondiale à peu près. Donc aujourd'hui, on a ce paysage qui est très largement tourné vers l'élevage, avec une mécanisation croissante, des exploitations dont la taille augmente, et le tout est permis par un système où le pétrole est pour l'instant bon marché. Et donc nous, on s'est un peu questionné sur qu'est-ce qui se passerait dans ce paysage si le pétrole n'était plus, ou l'énergie n'était plus si facilement marché. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer son évolution à nouveau? Est-ce qu'on verrait l'agriculture changer, de nouvelles céréales apparaître, par exemple, ou d'autres pratiques agricoles vivrières? Et on s'est dit qu'il y avait quand même déjà beaucoup d'ingrédients sur place. On a notamment été visiter la ferme de la Chouquerie, qui est une des fermes de Saint-Sauveur-Village qui cultive encore occasionnellement du sarrasin, un peu comme une manière de chercher à développer de nouvelles pratiques ou à retrouver des pratiques historiques qui se sont perdues au cours des 40 dernières années. Et puis on a un peu dans le pendant de l'aspect vraiment agricole dans le bocage, on a aussi été faire une pêche à la moule, puisque ça fait aussi partie de la vocation vivrière du territoire. Dans cette même logique qu'une agriculture de céréales devait être possible, on a cherché des moulins. Il y en avait plusieurs indices qui nous disaient qu'il devait y en avoir sur le territoire. Parce que voilà, pour transformer le blé en farine, il faut bien pouvoir le moudre. Déjà, il y avait on sait que l'eau est présente partout sur le territoire quand on regarde les cartes, mais ce n'est pas chose si évidente que ça sur place. Notamment parce que ce sont des fleuves côtiers, mais qui ressemblent en fait à ça. Voilà, ça c'est la Taute, un fleuve côtier, et ça a plutôt l'allure d'un gros fossé. En fait, l'eau est très discrète dans le territoire, ce qui n'aide pas à penser d'ailleurs la notion de bassin versant et de solidarité par le biais de l'eau. Et pourtant, il y avait d'autres indices qui nous permettaient de penser qu'il pouvait y avoir des moulins. C'est les noms des lieux-dits. Il y en avait beaucoup, par exemple le Neuf Moulin, le Grand Moulin, le Moulin Foulon, etc., qui portent évidemment la trace de leurs activités passées. Notamment, il y en avait 1050 en activité dans la Manche au XIXe siècle. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un que nous avons visité, c'est le Moulin de Vissel, qui n'est pas donc sur le territoire de la commune, mais un peu plus au nord dans la Manche. Donc qui est l'un des rares encore en activité hydraulique à réellement moudre de la farine la plupart du temps. Et on a aussi trouvé des gens pour nous en parler, pour nous raconter les pratiques de leurs grands-parents qui allaient faire moudre leur blé dans les moulins d'à côté, ou de leurs arrière-grands-parents. Donc c'est quand même pas quelque chose de si ancien que ça. Ça remonte pas il y a plusieurs siècles. Et puis, il y a aussi des aménagements paysagers spécifiques. Je peux vous remettre peut-être cette carte où je ne sais pas si vous voyez ma souris. Quand on a un bras de rivière, là par exemple ici c'est le cas du Grand Moulin, donc on a ici la Taute en fait qui a son tracé un petit peu sinueux, et puis en fait on voit sur les cartes et dans le paysage des tracés là beaucoup plus rectilignes qui correspondent à des biefs, donc ce sont les canaux. Donc canal d'amener et canal de fuite qui permettent d'alimenter le moulin et de compenser la faible déclivité, parce qu'on est quand même dans des territoires qui sont assez peu pentus, donc pour pouvoir faire tourner la roue.
Donc voilà, tout ça, ce sont des indices qui nous ont permis d'aller creuser un petit peu plus le territoire. Sachant que s'intéresser à l'eau, bah voilà, c'est vraiment s'intéresser directement à la notion de bassin versant, et c'est ce qu'on a essayé de faire prendre conscience aux gens, ou en tout cas on a tenté de le faire, pour bien repréciser que ce qui se passe en amont, là on voit bien que Saint-Sauveur-Village, c'est en amont donc, de la Taute qui se jette là dans la baie d'Évé, et puis c'est en amont aussi de la Lay, qui se jette vers Saint-Germain-sur-Aie. Et que ce qui se passe donc, sur le territoire de la commune en fait, influence directement un territoire beaucoup plus vaste qui est donc l'aval de ces fleuves côtiers. Et qui, en contexte de changement climatique, c'est extrêmement important parce que déjà que ces fleuves côtiers ont un très faible débit, voilà, il y a des risques d'envasement, de salinisation, de pollution plus concentrée, etc. Enfin, tout se voit à plus grande échelle et plus vite. Comme le disait Maud tout à l'heure, choisir de s'intéresser au four à pain, c'est aussi une manière pour nous d'appréhender les questions de méthodes de construction locale. Et parce que tous ces fours à pain, ce qui nous a interpellés, c'est qu'ils sont construits en bauge, qui est une méthode de construction en terre crue qui est vraiment pratiquée dans la Manche, qui est très spécifique à cette région. Et la bauge, son histoire nous a semblé intéressante, puisque c'est un matériau qui était vraiment employé de manière très courante, souvent soit pour les habitations communes, soit pour des annexes, des granges, etc. Et qui n'avait pas forcément l'imaginaire d'un bâtiment, des bâtiments les plus nobles, puisque par exemple là on est au manoir de la Foulerie, on voit que les bâtiments principaux sont construits en pierre et c'est plutôt les jonctions qui sont en bauge. Et c'est vrai qu'au cours du XXe siècle, ce matériau a été plutôt dévalorisé à la suite de la Seconde Guerre mondiale. La mode était plutôt à la construction en béton, au crépi, aux enduits qui étaient étanches. Et en fait, cette dévalorisation du patrimoine local a mené à une perte des savoir-faire locaux et aussi à une dégradation du patrimoine, puisqu'il y avait des problèmes d'entretien et que, typiquement, mettre un enduit étanche sur un bâtiment construit en bauge, c'est terrible pour ce mur qui a besoin de respirer, en fait, pour assurer le maintien de la bonne hygrométrie et sa viabilité. Donc, il y a eu vraiment une dévalorisation de ce patrimoine au cours du XXe siècle. Et c'est aujourd'hui, quand on s'intéresse déjà à ce patrimoine local et puis quand on s'intéresse aux méthodes de construction qui sont intéressantes pour leurs propriétés écologiques, qu'on se rend compte que ce matériau, la bauge, est en fait tout à fait pertinent et ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser et de redécouvrir aussi les savoir-faire historiques ancestraux qui ont été perdus au cours du XXe siècle, puisque c'est vraiment un matériau qui est construit avec ce qu'on a sous les pieds. Vraiment, il raconte une histoire du territoire, puisqu'on creuse le sol pour avoir la terre argileuse, et quand on creuse le sol pour avoir la terre argileuse, il y a une marque qui se crée, donc il y a vraiment un lien entre le site même, son paysage, les mares dans le paysage, et puis la méthode de construction en terre crue, et puis la pierre et les bouellons qui servent de sous-bassement sont également issus du territoire. Le bois de construction, il est issus des haies du bocage pour la plupart du temps. Donc, c'est vraiment une méthode de construction qui raconte quelque chose du territoire. Donc, pour honorer un petit peu cette méthode de construction, on a organisé quelques événements. On a commencé par un atelier de construction de briques en terre crue avec les enfants de l'école de CM2 de Saint-Sauveur-Village. Donc, c'était une manière de leur parler du patrimoine qu'ils ont autour d'eux, de les inviter à faire aussi avec leurs mains, à comprendre un petit peu la construction, la méthode, la composition d'un matériau qui fabrique donc la terre crue avec du sable, de la paille, de la terre argileuse, de l'eau, et de se rendre compte que c'est assez facile à faire soi-même, quoi. En tout cas, qu'on arrive à comprendre assez bien comment ça fonctionne. Et puis, pour les adultes, on a aussi organisé un atelier bauge de restauration d'un four à pain sur la commune de Saint-Sauveur-Village. Donc ça, c'était à la fin de la résidence, pour le dernier week-end. Et c'était l'occasion de voir ensemble comment vraiment la bauge, ça fonctionne, de transmettre aussi des éléments de savoir-faire et puis de se faire se rencontrer des personnes
sur le territoire, par exemple des habitants qui ont des bâtiments sur leur propriété qui sont en bauge et qui voudraient les rénover mais qui ne savent pas forcément comment faire, c'est l'occasion de leur présenter des personnes sur les territoires qui ont des connaissances en la matière et qui peuvent aussi leur donner des astuces, leur expliquer un peu des démarches. Voilà. Construire avec la terre, je vous le disais, ça raconte vraiment quelque chose du territoire. C'est vraiment l'idée de construire avec ce que l'on a sous les pieds. Donc, on a été voir un petit peu les cartes géologiques de la Manche. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, Saint-Sauveur-Village est à la limite entre plusieurs systèmes paysagers, à la limite entre un haut pays et un bas pays. Et ça se traduit aussi dans les cartes géologiques. On est à la limite entre des roches granitiques qui fournissent de très bons matériaux de construction en pierre et la limite avec le système du Marais où on a toutes les alluvions fluviales, les argiles, etc., qui servent à la construction en terre crue. Et donc, ça explique aussi pourquoi à Saint-Sauveur-Village, on a des bâtiments qui sont construits aussi bien en pierre qu'en terre crue, et vraiment les deux matériaux cohabitent dans la construction locale. Ce qui est intéressant aussi avec cette méthode de construction, donc on a, je vous le disais tout à l'heure, le soubassement qui est construit en pierre, donc issu du territoire, le corps principal du bâti qui est en bauge, et puis la toiture qui s'appuie sur une charpente bois. Et en fait, on raconte souvent que ces bâtiments en bauge, ils ont besoin de bonnes bottes et d'un bon chapeau, puisque la construction en terre crue n'aime pas trop l'humidité. Donc, les bonnes bottes, c'est le soubassement en pierre, et le bon chapeau, c'est la toiture et la charpente bois. Et du coup, parler des fours à pain, c'était aussi parler du mode d'énergie qu'on utilise pour allumer ce four à pain, à savoir le bois. Du coup, comme on vous l'a dit, Saint-Sauveur, c'est vraiment, c'est issu de la communauté de communes Coutances, Mer et Bocage. Du coup, il y a quand même un fort rôle du bocage. C'est un lieu d'affect. Par contre, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on parlait des haies, ça pouvait parfois être un sujet relativement clivant. Clivant parce qu'on est sur une population avec une population rurale et qui a connu des remembrements successifs. Donc c'est un sujet qui peut paraître, qui peut être sujet à débat. Et du coup, notre parti pris, en fait, c'était de se dire qu'on allait faire un pas de côté sur tout cela et aborder le bocage comme lieu de l'intime, aborder le bocage par le côté un peu sensible. Et pour cela, en fait, on a fait notamment une sortie avec la classe du dehors de l'école de Saint-Sauveur-Village. Donc, une classe du dehors, je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est une classe, comme son nom l'indique, qui s'effectue au dehors, c'est-à-dire que les professeurs généralement demandent à leur direction s'ils peuvent faire cours hors les murs à l'année. Du coup, on a fait une sortie avec une école maternelle pour aborder un peu le fonctionnement des haies, en fait, son rôle dans la biodiversité, comme réservoir d'eau, comme abri aussi pour faune et flore, et puis sensibiliser un peu autour de cette question-là. Marcher dans la boue aussi. Et au-delà de ça, on a aussi fait, lors de la semaine de restitution, une balade comptée dans le bocage avec Béatrice Mera notamment, qui est naturaliste en Normandie. L'idée de cette balade comptée, c'était, sous couvert de ses travaux, en fait, d'inviter et à la connaissance des plantes et aussi on va dire, à cultiver un rapport un peu plus intime au quotidien avec les plantes, c'est-à-dire les connaître, les reconnaître et peut-être les inviter chaque jour un peu plus dans son alimentation, dans son quotidien. Voilà, tout cela avec aussi un gros point autour des mémoires des anciens, puisque Béatrice s'attache en fait à collecter les mémoires de personnes autour des plantes. Là, en l'occasion, c'était l'églantier, notamment et l'aubépine. Quelles sont ces sagesses populaires, en fait, qui se cultivent autour de cela. Et voilà, du coup, cette question du bocage, on l'a vraiment abordée sous l'aune avant tout de l'intimité et de l'affect, mais aussi comme élément
comme totem du paysage, en fait, hein, comme un élément très, très marquant du paysage. On voit, alors je ne sais pas si c'est sur cette carte, parce que mon écran est petit, mais on a une carte des haies sur la commune de Saint-Sauveur-Village, où c'est assez flagrant, en fait, vraiment, ça segmente complètement le territoire et ça le recouvre. On va peut-être passer à l'assiette maintenant. S'interroger sur les fours à pain, c'était aussi s'interroger sur la notion même de culture locale. Culture entendue au sens de quels sont les lieux de production locale, en fait, comment le territoire est nourricier. Pour cela, on a rencontré notamment des personnes qui sont, enfin, le lycée agricole de Coutances, qui a réhabilité une formation de paysans boulangers. Donc, c'était vraiment l'occasion de mettre la main à la pâte, hein, c'est le cas de le dire. On allait pétrir à leur côté. Et puis de voir aussi quelles étaient les synergies qui commençaient à se développer sur le territoire. Il y a aussi un paysan boulanger à Marchésieux, où il y avait au passé, qui est une commune vraiment limitrophe à Saint-Sauveur-Village, qui vendait ses produits notamment au marché de Saint-Sauveur, marché de producteurs local. Pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'on s'est rendu compte que je crois que sur le chiffre, on est à peu près à 12% des boulangeries artisanales en fait, qui ont fermé en 10 ans dans la Manche. Et on est sur un territoire en fait, où, avec un habitat peu dense et où il y a un gros poids des zones industrielles et commerciales, une des concurrences directes en fait, justement à cette vie locale. C'est ces lieux de concentration en fait. Et dans une réflexion un peu aussi à l'ère de l'après-pétrole, on se demandait en fait comment repenser le côté vivrier du territoire si la voiture devenait un objet de luxe. Je pense que c'est assez d'actualité aujourd'hui. On va peut-être passer à l'événement, ce qui a été un peu pour nous l'événement phare de notre résidence. La fête du pain. Donc là, sur la photo, c'est un des premiers événements qu'on a organisé, donc, qui s'appelait la chasse au pain perdu. C'est en tout début de seconde partie où on est parti à vélo, en fait, hein. Faire une tournée des fours à pain, des moulins, pour présenter nos éléments de ce qu'on avait à partager à l'époque, donc des éléments de connaissance autour de l'architecture, du maillage. On l'a organisé aussi dans le cadre des Journées du patrimoine, avec une médiatrice de l'Office du tourisme. Donc, c'était une balade à 3 voies. Donc, la médiatrice représentait la voie du passé. Et puis, nous, on représentait la voie du présent et du futur pour interroger, en fait, un peu dans ce jeu de temporalité, ce qui fut, ce qui est, et éventuellement se faire un peu de devin de ce qui pourrait advenir sur ce territoire-là. Mais revenons à nos moutons, du coup, notre événement phare qui a été en fait la fête du pain, donc ce moment de restitution. Comme l'a dit Chloé en début de résidence, on savait qu'on allait faire un moment de restitution. Par contre, on n'avait pas du tout la trame. On ne savait pas ni sous quel format, est-ce que ce serait un atlas, est-ce que ce serait des animations ou autre. Et un jour, on s'est dit, mais d'accord, ce serait très chouette de peut-être allumer des fours à pain, mais on a planté une graine comme ça, ne sachant absolument pas si ça allait éclore ou pas. Et là, on a eu beaucoup de complicité, en fait, tant de la part de l'équipe municipale que de la part d'habitants, d'anciens boulangers qui ont dit, mais oui, on va les rallumer. Ce qui n'a pas été une mince affaire parce que rallumer un four pour certains, il n'avait pas été en usage depuis beaucoup de temps. Donc, ça se prépare à peu près une semaine à l'avance. Alors déjà, le temps de le nettoyer, puis le temps de le remettre en chauffe. Ce qui, nous, en tout cas, je pense, nous a émus, on peut le dire. Et ce qui aussi a renforcé notre sensation, comme quoi sur ces territoires, en fait, l'envie était là, les savoir-faire étaient là. Il n'y avait plus qu'à, ce qui nous a eu souvent l'occasion ce qui nous a mené à se dire, mais en fait, on est ici juste comme un prétexte, enfin pas juste, on est ici comme un prétexte à la rencontre
ou plus comme ici juste pour mettre une étincelle, et puis après on n'est pas garant non plus du résultat. Mais là, en l'occurrence, beaucoup de gens se sont prêtés au jeu. Il y a eu 4 fours rallumés dispersés dans toute la commune, histoire de couvrir aussi, en tout cas, un beau maillage de territoire. Et voilà. En parallèle de ça, il y avait d'autres ateliers aussi, l'atelier de restauration de Bauge ou la balade comptée. Ce qui a permis d'avoir... on a eu pas mal de participants. On a eu encore plus de pain à manger le soir lors de notre restitution. Et voilà. Comme je vous le disais, c'était un pari à la base et ça a été un pari réussi. Je pense qu'on a commencé... Je peux prendre la suite si tu veux, Maud. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être pour reprendre la question de base de cette intervention de ce soir qu'Elisabeth avait donc intitulée « Comment penser la biorégion depuis le territoire ?» Nous, une de nos réponses à ça, alors il y en aurait sans doute des multiples, mais en tout cas celle qu'on a explorée, c'est la démultiplication des approches. Parce qu'en fait, notre principal questionnement, c'était comment rencontrer les gens et comment toucher les gens, sachant que si on fait que des projections débats ou que des réunions publiques, c'est tout le temps les mêmes personnes qui viennent, c'est celles qui se sentent déjà concernées par des questions pour réfléchir à l'avenir de leur territoire ou pour ceux qui se sont déjà concernés. Donc on a essayé de démultiplier les approches et donc ça a passé par plusieurs choses, comme les événements qu'on a pu organiser pour la fin de la résidence ou même au cours de la résidence, c'était toutes les petites affiches qu'on avait fait. Mais c'était aussi, par exemple, là sur l'image de gauche, c'était une soirée poétique au manoir de la Foulerie qui commençait pour la restitution, donc vendredi soir. Et ça permettait de proposer aux gens par un médium un peu différent, donc là qui était la poésie, c'était animé par une association qui s'appelle Pirouésie qui fait poésie participative. C'était passé un moment convivial et de se questionner. Donc là, on avait fait sur la thématique du pain. Et ça permettait d'avoir un autre approche, un autre regard qui n'est pas forcément trop intellectualisé. Et à droite, là, ce que vous voyez, c'est des recettes qu'on a illustrées, des recettes locales. Et ça aussi, c'est dans l'idée de la démultiplication des approches. De la même manière qu'on avait des cartes, on a essayé de faire des dessins pour que les gens s'intéressent aux cartes. Même dans les dessins, il y en a qui sont un peu plus illustratifs comme ceux-là, d'autres qui étaient un peu plus représentatifs. Et tout ça, on s'est dit, en fait, c'est en démultipliant les approches qu'on va essayer de réussir à toucher le plus de sensibilité possible. Mais tout ça, c'est encore presque à poursuivre parce que, mine de rien, là, on n'a réussi qu'à toucher que les gens qui, au fur et à mesure, sont venus avec nous, qu'on a réussi à embarquer d'un événement à l'autre et puis d'une activité à l'autre, etc. Pour finir par la soirée de restitution. Et un des beaux exemples de cette démultiplication des approches, c'est Claude, un habitant de la commune, que c'est quelqu'un qui a un certain âge, qui ne sort pas beaucoup, qui se dit que les questions d'environnement et réfléchir à tout ça, c'est beaucoup trop compliqué pour lui, il n'y connaît rien, il n'a pas d'avis sur la question. Mais par contre, il aime bien faire du vélo. Et donc, au tout début, comme les élus nous avaient organisé une promenade en vélo pour découvrir la commune, il avait participé en disant que ce serait sympa de faire du vélo et de rencontrer des gens. Et puis ensuite, il nous a fait, ça a été notre guide principal, quoi. Il nous a emmené découvrir des nids de cigognes, il nous a emmené à la pêche à la moule, il nous a amené le journal toutes les semaines. Enfin, voilà, comme quoi, c'est un petit exemple qui montre ce qu'on arrive un peu à toucher par de multiples approches. Ce qu'on peut ajouter à ça, c'est la diversité des types d'événements aussi, et le fait d'avoir choisi, comme le disait Maud tout à l'heure, un sujet plutôt assez terre à terre, qui est le pain dans le pays et l'objet du four à pain. Et c'est vrai que c'était un objet qui a l'avantage de mettre d'accord à peu près tout le monde, puisque ça touche à la nourriture, c'est convivial. Et on a réussi, je pense, à toucher du monde aussi par le simple fait de proposer de rallumer des fours ou de venir entre amis cuisiner une après-midi ou de venir casser la croûte le soir. C'est vrai que c'était une manière de rassembler et de
par cet objet convivial qui est le pain, le four à pain, de parler du territoire, d'aborder les sujets des dérèglements climatiques, des spécificités de ce territoire, de ses richesses. Voilà, c'était pour nous un peu le pari à relever. Nous, on arrivait sur ce territoire, on n'avait pas, face à toutes ces questions, par exemple, comment est-ce qu'on crée du commun dans une commune nouvelle, comment est-ce qu'on réactive les solidarités territoriales. On n'avait pas de réponse miraculeuse, mais par contre, notre objectif, c'était d'inviter chacun des habitants à se poser ces questions-là sur leur territoire, à regarder leur territoire avec un regard un petit peu décalé, avec un regard nouveau, à le reconsidérer. Et voilà, c'était vraiment l'enjeu de cette résidence et la démultiplication des approches, le fait de passer un petit peu par des pas de côté, pour nous, ça a été la manière de procéder. Et enfin, une de nos hypothèses un peu de départ ou de cours de résidence, c'est-à-dire que nous, on baignait beaucoup en fait dans cet imaginaire de quels sont les défis actuels et à venir. Et une de nos pistes de réponse a été de se dire, mais en fait, face à cela, peut-être quelque chose et à la fois nécessaire et en même temps porteur comme élément de réponse, ça pourrait être de renforcer en fait notre mise en capacité. C'est-à-dire de tendre de plus en plus vers se sentir capable en fait, renforcer notre potentiel d'autonomie entre guillemets. Du coup, c'est passé par. Alors, on n'a absolument pas prétention d'avoir rendu les habitants en capacité ou autre, mais l'idée, c'est avant tout de donner envie de faire, que ce soit des briques de terre avec les enfants, que ce soit un atelier transformation avec Béatrice, transformation de plantes, transformation alimentaire, c'est de se dire, mais en fait, oui, on peut agir avec ce qui nous entoure, à la fois parce que, à notre sens, ça contribue à un rapport peut-être renouvelé au monde, à un rapport poétique, mais aussi parce que c'est utile dès à présent de renouer avec ces savoir-faire-là, avec des questions aussi prosaïques que comment on construit autour de nous, comment on se nourrit, comment on lit un cours d'eau ou autre, et en même temps parce que ça nous paraît encore une fois utile aussi comme élément de réponse aux défis qui viennent. Autour de cela gravitent bien sûr ces notions d'entraide et de solidarité qui, je pense que quand on parle de mise en capacité individuelle, on parle aussi de mise en capacité collective. En tout cas, le fait de pouvoir agir ensemble aussi. Et voilà, alors on n'a absolument pas la prétention d'avoir répondu à cela complètement amplement, mais en tout cas, notre intention est avant tout de mettre une graine et de voir si elle germe. Un mot de la fin? Peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y a des sujets que vous voulez qu'on développe plus, Elisabeth ou Marin, ou si dans les participants, peut-être qu'on peut échanger. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Oui, moi j'ai une question, je ne sais pas si on me voit. Oui, bonjour. Je trouve Bonjour. pas la petite main là pour. Je voulais poser une question. C'est possible? Oui, allez-y. Oui, bien sûr. Oui. Non, en fait, je travaille pas mal sur la haie. Moi, je suis psychosociologue et je gère une association dans un Clos-Mazur, un pays de Caux. Et la question de la haie est très importante. Je participe aussi de la fac agroforesterie et quand Maud a parlé de la question de la haie qui posait controverse, ça a été très parlant pour moi. Je voulais juste vous demander un peu de quoi il s'agissait dans les controverses à propos de la haie. Parce que, bon, dans le bocage, la haie est aussi très importante et les fruits que vous avez montrés, ce sont des fruits de haie. Est-ce que vous pouvez dire un mot de cette question-là qui était compliquée à aborder sur ce territoire? Les filles, vous pouvez répondre, mais on peut peut-être aussi passer la parole à Laurent, parce que c'était aussi lui avec de l'expérience du parc
On en avait aussi discuté. Je ne sais pas, Laurent, si tu... Oui, je veux bien, ouais. La parole, ouais. C'est simplement qu'on est un territoire où on a vraiment beaucoup de haies, en fait, par rapport à d'autres. Et en fait, la difficulté, c'est que les gens sont très, très attachés à ces haies et en fait, elles disparaissent en fait, année après année, en fait. Du fait d'une gestion agricole, en fait. Il y a un décalage entre l'attente de la population par rapport à ces haies et puis les agriculteurs qui, eux, n'y trouvent pas forcément d'intérêt et les font disparaître année après année. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez délicat, en fait. Dès qu'on parle de haies, on va tout de suite avoir un affrontement entre deux types de populations, quoi. Voilà. Oui, d'accord. C'est-à-dire que pour les besoins de l'exploitation agricole, il faut faire disparaître des haies, alors que les gens ont un affect et un rapport esthétique peut-être à la haie. D'accord. Bah, si ça peut répondre, par exemple, on a fait une visite avec un membre de la communauté d'agglomération, un agent technique, qui lui est en charge en fait d'accompagner les agriculteurs à réimplanter de la haie avec un suivi autour. Schématiquement, en fait, ce qui pose problème, c'est que qui dit haie dit entretien, mais dit aussi volume d'espace. On est sur des régimes agricoles où généralement le moindre mètre carré est en usage, que ça soit tout simplement pour faire une manœuvre de tracteur, ou que ça soit pour rentrer dans des chiffres de rendement déjà préétablis. Et donc, du coup, venir questionner en fait la haie, c'est venir questionner aussi le régime, le régime, je ne sais pas si c'est le terme, mais le plan de culture et les habitudes de culture en fait agricole. Et du coup, c'est très délicat. Vous connaissez la fac agroforesterie, l'association, la fédération, maintenant c'est une fédération, la fac agroforesterie. C'est tout à fait passionnant. Il y a eu un colloque qui doit être en ligne qui aborde ces choses-là et les controverses aussi autour de la haie. Parfois, je ne sais pas si c'est le cas dans la commune, mais avec l'arrivée parfois de personnes plutôt citadines qui ne comprennent pas le fait que la haie, bon, il y a de la ronce, il y a des orties, etc. Et pour certaines personnes, ces plantes adventices qui sont pourtant indispensables pour les arbres, leur paraissent faire des ordres, etc. On rencontre le problème avec une urbanisation des campagnes, le fait que la haie, elle gêne non pas les agriculteurs, mais les habitants se trouvant à côté d'une haie, quoi. Merci. Il y a Marin qui nous a partagé le lien vers AFAC Agroforesterie là, dans le chat. Est-ce qu'il y a une autre question un peu comme ça à chaud? Oui, j'aurais une petite question si c'est possible. Oui, non ou Camille? Ah, pardon, enfin Guillaume d'abord. Oui, Guillaume. Oui, bonjour. Non, mais c'était peut-être un retour par rapport aux différents publics que vous avez contactés, rencontrés, sensibilisés. Est-ce qu'ils se sont fédérés autour de la fête du pain ou est-ce que ça a été à chaque fois des publics différents? Est-ce qu'il y a eu un lien qui s'est créé entre ces différentes personnes? Parce qu'entre les tout petits enfants que vous avez pu rencontrer autour de l'école de la forêt et puis les personnes plus âgées dans la rencontre que vous avez. Voilà. Je vous demandais si, à un moment donné, justement, sur cet élément phare que vous avez créé autour de la fête du pain, est-ce que ça a permis aussi de retrouver les différents publics que vous aviez rencontrés ou est-ce que ça a été à chaque fois des actions individuelles et voilà, est-ce que ça a créé du lien en fait, sur le territoire à travers votre présence et vos actions? Je veux bien commencer par répondre. Créer du lien, je ne sais pas, ce serait peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas, on retrouvait un peu les mêmes personnes. Alors, entre les ateliers scolaires et les adultes, on va dire, je ne sais pas s'il y a un lien direct qu'on puisse faire. Par contre, entre les différents événements, bah, oui, il y a quand même pas mal de personnes qu'on trouvait d'une fois à l'autre, avec parfois des personnes en plus, des personnes en moins. Enfin, c'était à géométrie un peu variable. Mais c'était pas déconnecté. Oui, c'est un peu tout. À la fois un peu toujours les mêmes personnes et en même temps, c'était pas exactement ça. Il y avait un peu plus, un peu moins.
Après, au sujet de la fête du pain, peut-être que Aurélie et Laurent, vous pouvez ajouter un mot là-dessus, mais a priori, ça devient presque une petite demande pour que ça se pérennise d'une année à l'autre. Peut-être Ouais. Laurent et Aurélie, peut-être aussi Ouais. compléter sur le type de public que la résidence a permis de fédérer par rapport aux personnes que vous voyez d'habitude. Ouais, voilà. En fait, ça faisait partie d'un des objectifs, c'était d'aller chercher des habitants finalement qui sont pas dans notre cercle un petit peu d'élus là, et donc la fête du pain a permis justement d'aller chercher des habitants qu'on côtoie peut-être un petit peu moins, et donc qui sont venus à cette fête du pain. Et comme tu l'as dit, Chloé, effectivement, cette fête, c'est la première en fait, fête un peu de la commune nouvelle. Et donc, voilà, on va essayer de la pérenniser et faire du coup de nouveau une fête du pain, et au cours des journées du patrimoine, quoi. Donc avec un atelier Bauge, et puis cette rallumer des fours, voilà, un peu plus que lors de la résidence, et puis garder ce moment le soir là où on partage le pain, voilà, où on fait un petit auberge espagnole, quoi. Voilà. Donc je sais pas, Aurélie, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, moi je rajouterais quand même une chose dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est vrai qu'au début, quand on a commencé cette résidence, il faut savoir que les habitants avaient beaucoup, beaucoup d'interrogations. C'est-à-dire qu'une résidence d'architecte, rien que le titre, c'était qu'est-ce que c'est? Alors, on a quand même eu des questions. Je peux venir vous présenter mon projet d'urbanisme. J'ai un projet de maison, je peux venir le présenter aux architectes. Enfin, il y avait vraiment une difficulté à appréhender cette résidence et à savoir ce qu'on allait y trouver. C'est normal puisque on savait pas, enfin voilà, Chloé, Rose et Maud ne savaient pas non plus très bien dans quelle direction ça allait. Donc il y a vraiment cette difficulté d'aller à la rencontre du public. Et ce que je trouve qu'elles ont très bien réussi avec la diversité des activités. Euh, euh, Évidemment, on a touché une petite tranche des habitants parce que c'est très difficile d'aller chercher les gens. On n'en a pas parlé non plus, mais c'est vrai que c'est un enjeu aussi de la commune, c'est qu'on est quand même dans une société de plus en plus individualiste. C'est difficile pour les associations. Le Covid a fait beaucoup de mal. La résidence est passée dans ce contexte-là, donc c'est vrai que ça, c'était vraiment un enjeu important. Donc, je dirais que ça a touché donc, un petit nombre de personnes, multiples, mais en tout cas dans les choses extrêmement positives qu'on a pu observer, c'est que, notamment à travers la fête du pain, il y a des gens qui se sont investis là-dedans comme ils auraient pu s'investir dans une fête locale ou dans quelque chose d'habituel pour eux. Et en fait, ils se sont trouvés au milieu de cette résidence, au milieu de la restitution. Et en fait, il y a eu beaucoup d'émotions pendant cette réunion de la restitution. Parce que ça, c'est vraiment une chose que je voulais dire aussi. Cette résidence, moi, j'en attendais personnellement beaucoup de choses en termes de diagnostic de territoire, de richesse, un aspect géographique, historique, géologique, ce qui a été très, très bien mené pendant la résidence. Mais il y a une chose que je n'avais pas bien perçue, c'est toute la partie sensible, en fait. Et la réussite pour moi de cette résidence, c'est en fait que tous ces sujets ont été présentés sous une forme séduisante et qui a touché quelque chose pour les habitants qui ont participé. Et en tout cas, ça a été quelque chose de très fort. J'ai trouvé que la restitution avait été un moment vraiment émotionnellement fort pour les habitants qui y ont assisté. Ils se sont rendus compte de toutes les choses qu'ils connaissent et qui font partie de leur richesse, qui finalement laissent de côté parce qu'ils se disent oui, bah, c'est mon histoire, c'est mon territoire. Ils en prennent même pas conscience. Et en fait, cette restitution leur a montré à quel point ils avaient en eux d'immenses richesses. Donc voilà, du coup, j'ai perdu la dernière chose que je voulais dire.
Mince. Donc voilà, enfin, en tout cas, la forme de la restitution était très importante et je trouve que le fait, peut-être que d'avoir une équipe de 3 a permis d'apporter vraiment beaucoup de diversité. Ah oui, voilà, j'ai retrouvé la dernière chose que je voulais dire. Le dernier point positif de tout ça, c'est qu'on a eu énormément de retours de gens qui n'étaient pas de Saint-Sauveur-Village, c'est-à-dire de gens qui gravitaient dans les communes autour. Et à chaque fois qu'entre élus, on croisait des habitants, ils me disaient mais c'est super, il se passe des choses incroyables chez vous. Enfin, c'est vraiment passionnant. Ils voyaient tout ce qui s'organisait au fur et à mesure et ils se disaient mais vous avez de la chance. Et finalement, ce sont les habitants de la commune qui s'en rendaient finalement peut-être un peu moins compte parce que ils ne suivaient pas forcément ce qui se passait. Mais je pense que du coup, pour ceux qui étaient sensibles, ça a un effet de réverbération en fait. C'est-à-dire que comme eux se sont rendus compte qu'il y avait des choses différentes qui se passaient là, des échanges vraiment riches, et ben, je pense que forcément, il y a une réverbération pour les habitants pour qui cette résidence a lieu. Voilà, donc c'est difficile de toucher les habitants, mais je suis persuadée qu'on en a touché beaucoup plus qu'on ne croit. Et comme le disait Laurent, on a envie de continuer cette journée du pain, de la faire perdurer, d'ouvrir encore plus de boulangeries et d'essayer de mobiliser encore plus autour de ce sujet. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Et d'allumer notre four à nous. D'allumer le nôtre. Merci. Il y a 2 questions, Marin, et après Camille de Gomine. Oui, Camille, je vais te laisser la parole, ne t'inquiète pas, mais je voulais juste rebondir rapidement sur ce qu'Aurélie était en train de dire, et notamment pour reboucler avec la question qui nous occupe un peu ce soir. Mais c'est qu'en fait, on dit penser la biorégion depuis le territoire. Déjà, une biorégion, c'est toujours depuis un territoire. Donc là, on voit bien que c'est ça qui a été fait. C'est-à-dire que si on veut pouvoir penser les frontières poreuses du lieu vivant dans lequel on vit, on est obligé de partir du territoire. Et en même temps, on se rend compte que penser, ce n'est pas forcément le bon mot. En fait, c'est peut-être en même temps le penser et l'agir et le sentir. Et c'est peut-être plus complexe que juste penser. Dans le retour que fait Aurélie, comme dans la restitution qu'on voit là, c'est que c'est vraiment la multiplicité des approches en même temps qui fait que là, il y a quelque chose qui se révèle qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et notamment, en fait, je dis bien révéler parce que c'est des choses qui sont toujours déjà là, mais pour lesquelles on n'a pas beaucoup d'espace ni de temps pour en discuter, pas beaucoup d'espace-temps. Et le simple fait, donc on s'en rend compte après 10 ans de laboratoire des territoires, de ces résidences de territoires pionniers, qu'un des grands mérites que ça a, si ça en a un, c'est celui-là, c'est d'ouvrir un espace-temps qui normalement n'existe pas. Et qu'à cet endroit-là, des choses, des gens, des idées, des manières de dire, de voir, tout ça peut se mélanger, se rencontrer, et que c'est éphémère, ça dure 6 semaines, c'est pas grand-chose, mais que potentiellement, il y a plein de choses qui partent de ça, qu'ensuite on ne maîtrise plus, mais qui peuvent avoir des tas d'effets. Et je pense que c'est typiquement ça, une dynamique biorégionale. C'est comment est-ce qu'on relance des choses qui sont encore là en germe et qui reprennent tout à coup, et peut-être qu'avec un peu de chance, ça peut nous amener à quelque chose de bien plus grand que ce qu'on avait imaginé au début. Ça, malheureusement, on ne peut jamais le prévoir à l'avance, mais si on n'essaye pas, en tout cas, ça n'adviendra pas, quoi. Et Camille, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette restitution. Je dois dire que la qualité graphique des documents est vraiment incroyable. Enfin, je voulais juste vous le dire, bravo franchement sur les dessins et les cartes. Elles sont, même là sur un écran, elles sont super belles. Donc c'est assez chouette et ça paraît hyper riche ce que vous avez fait. Donc c'est très chouette. J'avais une question en fait, c'était sur la question du changement climatique que vous avez un peu évoqué au fur et à mesure des cartes et de votre approche. Comment est-ce que vous avez senti que les habitants se faisaient sensibiliser? Enfin, comment est-ce que vous avez réussi ou pas peut-être à les sensibiliser sur ce sujet-là en leur présentant des cartes? À un moment, vous avez dit on pourrait présenter une carte de demain, les terres agricoles, post-pétrole, etc. Est-ce que c'est des cartes que vous aviez fait ou est-ce que c'est juste resté un peu en réflexion? Enfin, voilà. Comment les habitants et vous êtes saisis un peu de ce futur en fait sur la question du changement climatique? Je veux bien commencer à répondre, si vous voulez. On a fait, pendant la deuxième session,
de la résidence, on a fait un temps d'échange, de discussion avec la projection d'un film sur le changement climatique en Normandie qui s'appelle Là, ça chauffe et qui était suivi d'un petit temps de débat. Et c'était intéressant de se rendre compte que les habitants n'avaient pas forcément l'habitude de débattre ensemble ou de débattre sur ces sujets-là. Mais on a aussi vu un peu la limite de l'exercice, c'est-à-dire qu'on n'attire pas forcément un public énorme en disant coucou les gens, on va présenter un film sur le changement climatique en Normandie. Et ça va avoir tendance à être un public qui déjà s'y intéresse. Et la forme du débat, ça demande à être vraiment encadré. Et dans le temps qu'on avait en résidence, ce n'était pas forcément le meilleur outil qu'on pouvait mobiliser pour ce sujet-là. Et donc, pour la suite, on a plutôt choisi de vraiment partir d'autres choses, de prétextes pour rassembler les gens et avec ces prétextes-là, en profiter pour aborder les sujets du dérèglement climatique. Par exemple, la fête du pain, typiquement, c'était un prétexte pour rassembler des gens. Et au cours de la soirée, on a présenté, par exemple, la carte de l'évolution du trait de côte du GIEC normand. On a présenté les différentes cartes. On a ces éléments-là. Et c'est vrai que je pense qu'on n'aurait pas réussi à rassembler les personnes juste pour ces cartes en leur annonçant ces cartes. Mais le fait d'avoir l'occasion de faire des choses ensemble, c'est rassurant, comme l'anecdote de Claude, par exemple, l'habitant avec lequel on a sympathisé au cours de la résidence, qui, je pense, n'aurait pas forcément été à l'aise pour venir juste pour des débats théoriques, des données vraiment pures et dures, et où l'idée qu'on allait se rassembler, faire des choses ensemble, passer du temps ensemble, c'est rassurant quelque part. Et enfin, par rapport à la question de comment on représente les aspects prospectifs, on n'en a pas beaucoup traduit sous forme de carte. On a retraduit la carte du GIEC normand sur le territoire de la Manche. Mais bon, c'est plus une manière d'imaginer un futur possible, mais forcément, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment... comment dire, il y a tellement une part d'incertitude importante que la cartographie a ses limites quelque part. Et donc, nous, on a plutôt utilisé des dessins prospectifs qu'on n'a pas remis dans la présentation ce soir, mais qui étaient plutôt des formes d'illustration qui convoquent l'imaginaire. Voilà, ils sont là. Et c'est vrai que la part du sensible, à nouveau, elle était convoquée pour faire réfléchir à des situations incongrues, voilà. Super, merci. Tout ça va être publié, pardon. Tout ça va être publié. Oui, tout ça va être vraiment publié parce que là, on est en train de préparer une publication, mais qui est déjà même en ligne, puisque Chloé, je crois, vous l'avez partagé sur un site affecté. Oui. Et donc, oui, on est en train de finaliser une publication qui va diffuser aux habitants pour permettre de toucher plus largement les habitants, pas seulement ceux qui sont venus, mais aussi plus largement tous les habitants et qui puissent en profiter. Et aussi le publier sur Internet pour que ça puisse aussi diffuser à la fois l'approche du territoire, à la fois la méthode développée par les résidents pendant leur session. Et voilà, infuser aussi ce type d'approche, ce type de pratique plus largement, parce que là, c'est vraiment des expérimentations de terrain en fait qui nous semblent nous intéressantes à être partagées. Voilà, Chloé vient de le partager sur le lien sur le chat. Il y a une question, Sébastien Cabot. Oui, bonjour, aussi bravo pour la présentation. Moi, je me demandais un peu là un peu plus sur le quotidien de ce que vous avez vécu là-bas, notamment sur la temporalité de cette résidence-là, du coup, que vous avez un peu découvert le territoire, on a l'impression, entre la fin du printemps, on va dire début de l'été et début de l'automne, voilà, et donc ces 6 semaines où vous avez dû mener un peu toute cette découverte et en même temps construire un peu des événements, tout ça en même temps. Et je voulais avoir un peu votre ressenti sur cette temporalité. Est-ce que vous est-ce que vous étiez tout le temps en train de courir ou est-ce que j'espère que vous avez eu aussi le temps de vous ennuyer, là, ce qui semble un peu être le but aussi des fois des résidences, et voilà, avoir un peu votre ressenti sur le temps de la résidence.
Je vais bien prendre et par contre, je vous invite Rose et Chloé à compléter parce qu'on a peut-être des approches différentes. Mais justement, ça a été à titre personnel une des grandes leçons de cette résidence, en fait, c'est-à-dire le respect du temps et de moi-même. 6 semaines, c'est à la fois très court et en même temps, ça nous paraît long parce qu'on a pu déployer beaucoup de choses. Et du coup, est-ce qu'on a eu le temps de s'ennuyer? Non. Non, par contre, on a eu le temps de prendre du bon temps. On s'est accordé plutôt le temps de prendre du bon temps, ce qui a été un apprentissage. C'est-à-dire qu'on a appris, enfin, je vais parler en mon jeu, c'est le plus simple. Moi, j'ai appris à dire oui durant cette résidence, oui à tout un tas de choses, oui, allons préparer de la nourriture pour 40 personnes sans presque aucun budget, on verra bien comment on le fait. Mais aussi apprendre à dire non, à se dire, mais en fait, là, on a une myriade de possibilités. Par contre, comme le disait Elisabeth, prenez-en une ou deux et choyez-les. Et donc, du coup, ça a été aussi cet apprentissage, en fait, et à la fois de trier, de prioriser, mais surtout de choyer. Et c'est pour ça que je parle de respect de soi et respect du temps. C'est-à-dire qu'on vient quand même de disciplines où le mythe de la charrette est très présent. Et au-delà de ça, l'envie de faire est aussi très présente. Donc, à titre personnel, justement, trouver cet équilibre-là, cette harmonie-là était vraiment un enjeu. Et je pense pouvoir dire que sur la dernière session, ou en tout cas au fil de la résidence, ça a été aussi un des éléments un peu de travail un peu plus intérieur, un peu plus personnel, mais qui a porté ses fruits. Je ne sais pas, les filles, vous avez peut-être d'autres choses ou d'autres regards? Je veux bien rajouter une petite couche. C'est vrai que c'est passé très vite. 6 semaines, c'est vraiment très court. Et heureusement qu'on l'avait séparé en plusieurs séquences parce qu'à la fin de chacune, on était quand même bien fatigués. Et heureusement aussi que les élus, et notamment Aurélie et Laurent, ont fait beaucoup de choses pour nous aider et faire avancer certains sujets aussi entre deux sessions. Quand on n'y était pas, ce qui a permis aussi à ce que voilà, la temporalité, elle s'étale au-delà de ces 6 semaines sur presque la totalité entre le début de la première semaine et la fin de la dernière semaine. Après, effectivement, il y avait des moments intenses et puis il y avait des moments où on a pu prendre le temps d'aller dîner chez les gens, voilà, d'aller se promener et puis simplement parfois de dire non, on n'avait pas envie d'être invité tel ou tel soir et de rester tranquillement aussi pour pas toujours être en train de courir. Et donc voilà, effectivement, les 2 premières semaines sont passées très très vite et ensuite ça a été la leçon pour les 3 suivantes un peu de calmer le jeu et forcément ça s'est accéléré à la fin parce qu'on avait envie de faire plein de choses et qu'on avait envie de tout faire et bon, voilà, c'est un petit peu le jeu. Et aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, sur la question du temps, moi, j'ai pas pu y être au mois de septembre parce que je m'étais blessée. Et du coup, Rose et Maud se sont retrouvées que toutes les deux à gérer très bien la chose. Mais voilà, QA2 et pas A3 comme on avait commencé. Peut-être Rose, si tu veux rajouter quelque chose. Sur la question du temps, ce qu'on peut ajouter aussi, qui était nouveau pour moi en tout cas, je pense pour toi aussi Chloé, et peut-être un peu moins pour Maud, mais c'est le fait d'avoir un travail qui implique à la fois ce qu'on a l'habitude de faire dans nos métiers, c'est-à-dire parcourir un territoire, apprendre à le comprendre par des outils de dessin, de cartes, d'analyse, etc. Mais aussi une grosse part du métier, c'est de l'informel, c'est des relations humaines, c'est aller rencontrer des personnes. Et c'est vrai que la richesse, mais aussi le défi de la résidence, c'est de réussir à jongler entre ces différents aspects du travail. Et parfois, par exemple, on était dans notre atelier, dans notre local, et puis on se disait, bon, cet après-midi, on va essayer de dessiner telle carte, regarder comment telle chose fonctionne. Et puis à ce moment-là, quelqu'un ouvrait la porte du local et puis nous disait, est-ce que vous n'auriez pas envie de venir prendre un café ou est-ce que vous n'auriez pas envie de venir pêcher des moules ou ce genre de choses. Et puis, notre métier, c'était aussi de dire oui parce qu'on avait des choses à apprendre sur le territoire en disant oui. Et donc, c'est vrai que c'était une grande richesse, mais aussi une partie de ce qui rendait la tâche un peu plus délicate pour nous, un peu plus difficile à anticiper en tout cas. Vraiment, et c'est pour ça que les résidences passaient à chaque fois à toute vitesse parce qu'on se laissait porter par tous les événements qui arrivaient, qui toquaient à notre porte. Merci Marin. Une petite remarque? Ouais, merci beaucoup les filles, c'est super intéressant. Je voulais juste amener un petit complément par rapport à ça. Je vous le mets dans le chat, mais
avec Elisabeth et l'équipe de Territoires Pionniers, on a fait un livre pour les 10 ans du laboratoire des territoires, donc qui revient sur 10 années de résidence sur tout un ensemble de territoires partout en Normandie. Et c'est vrai qu'à la fois, ce que vous dites là, en fait, beaucoup l'ont raconté. Et il y a cette espèce de choses difficiles à tenir, qu'à la fois, c'est très intense, c'est beaucoup d'un coup, on arrive à faire énormément de choses et qu'en même temps, c'est très court et qu'on a l'impression qu'on ne peut pas en faire assez. Donc, il y a toujours cette espèce d'ambivalence. Et je pense que la question de Sébastien, elle était intéressante pour ça aussi, parce que à la fois, c'est une des forces des résidences et en même temps, c'est une de leurs faiblesses. Et c'est aussi dans les réflexions qu'il peut y avoir au sein de Territoires Pionniers, une des choses à laquelle on essaye de réfléchir, parce qu'on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de quand même garder ce dispositif, mais peut-être d'en avoir un autre à côté qui permettrait de s'ancrer un peu plus encore profondément dans le territoire, notamment parce que certaines des résidences ont ensuite donné lieu à des missions vraiment directes auprès des collectifs qui avaient été en résidence de la part des communes et des territoires, et qu'à ce moment-là, on se rend compte que si ce collectif, on lui donne 1 an pour repenser l'usage de toutes les mairies qui ont été laissées à l'abandon dans la commune nouvelle, parce qu'il n'y en a plus qu'une, alors qu'avant, il y en avait 14, et qu'à ce moment-là, on peut imaginer plein de choses, et que ça peut devenir des maisons communes, et que du coup, de ce temps, peuvent encore germer plein de choses différentes. Donc, en tout cas, c'est des choses qui sont traitées dans ce petit livre-là, Révéler, cultiver, réhabiter. Donc, si ça vous intéresse aussi d'avoir d'autres témoignages, d'autres perspectives sur toute la richesse et en même temps les limites, c'est important de les regarder en face, que ce dispositif peut avoir. N'hésitez pas à aller acheter un œil à ce petit livre qui ouvre aussi plein de pistes sur comment est-ce qu'on peut utiliser les outils de l'architecture pour faire autre chose que bâtir à tout prix, quoi. Et je pense que là aussi, ce que tient Territoire Pionnier depuis plus d'une décennie maintenant, c'est aussi riche. Et en ça, pour moi, je trouve qu'il y a une manière d'appréhender le territoire qui vraiment va dans le sens de ce qu'on peut essayer de défendre avec l'idée de biorégion, quoi. Moi, je vais compléter aussi. Moi, j'étais très touchée par votre retour, les filles, parce que c'est vrai que je vous ai accompagnées, mais je ne suis pas au quotidien sur le terrain. Donc, en fait, je trouve ça chouette avec un peu de retour de recul, de voir comment vous avez vécu ça. Et c'est vrai que je vous ai incité aussi, à la fin de votre première session, à faire le tri, à en effet apprendre à dire non, et aussi être cohérent avec les valeurs que porte aussi tout ce qu'on souhaite développer. On ne va pas s'épuiser, en fait. L'idée, c'est de ne pas s'épuiser, mais plutôt d'avoir un rapport juste au territoire, un rapport juste aussi à nous-mêmes et au groupe, dans la communauté dans laquelle on est. Et donc, ce rapport au temps, ouais, c'est ça, c'est un vrai exercice aussi. Et la résidence, elle devient aussi celle que vous... Enfin, ça ouvre du temps, ça ouvre un espace, mais ça devient aussi ce que vous voulez en faire. Et peut-être prendre le temps de s'arrêter. Alors ça, on le fait aussi quand on fait les réunions de suivi avec les différents partenaires. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un temps aussi pour réfléchir ensemble et pour faire un point sur l'avancement des réflexions, et peut-être aussi vous aider à choisir plutôt d'aller vers les fours à pain plutôt que d'aller vers d'autres directions que vous aviez aussi évoquées. Donc ça aussi, c'est tout au long de la résidence, comment dans un échange régulier, on arrive les uns les autres aussi à aiguiller, à accompagner, orienter et aller à ce qui nous semble le plus efficace ou le plus juste pour toucher les habitants et pour illustrer aussi dans ce temps très court des 6 semaines ce qui fait l'essence même de la réflexion qui est en cours. Donc ça, c'est important, et je trouve que dans la résidence qu'on a menée ensemble, enfin, que vous avez surtout menée, mais nous, moi, je suis plutôt là pour vous accompagner avec la commune et puis le parc, etc. Je trouve que ça s'est bien affiné, et le fait de terminer sur les fours à pain, finalement, c'est vraiment une espèce d'objet qui permet la synthèse de tout ce que vous avez exploré. C'est vraiment toucher un objet, mais qui va ensuite permettre de faire rayonner tous les sujets sur lesquels vous avez travaillé, et qui permet aussi aux habitants de découvrir. Enfin, c'est ça aussi, je pense, l'émotion de la présentation finale, c'était aussi tout d'un coup donner du sens à tout en partant de ces fours à pain, de donner du sens à énormément de choses qui sont autour des habitants qui ne voient plus ou qui ne considèrent pas du tout, ou des liens qui sont perdus aussi entre le sol, les habitations, l'agriculture, ce qu'on a dans son assiette, le paysage qu'on a sous les yeux.
et puis finalement notre vie quotidienne qui est peut-être un peu déconnectée de tout ça. Et c'est tout d'un coup redonner un cadre global et une cohérence à tout ça dans un récit que vous avez partagé, et tout d'un coup qui donnait du sens et qui du coup donnait un éclairage aussi nouveau et qui permet de finalement poser des graines aussi à une reconsidération, une réouverture aussi vers son territoire, mais avec ce pas de côté, avec de nouvelles clés, avec voilà, de nouvelles entrées voilà, que vous avez rendues accessibles avec tout ce que vous avez partagé. C'est vrai que c'est que le début, parce que pour moi, là, le temps de faire sortir tout ça, le partager à la fin, c'est vrai que la publication là, de vos travaux et puis cette rencontre ce soir, voilà, c'est des jalons, mais que le travail est important encore pour porter tout ça auprès des habitants et des actrices et des acteurs locaux. Et moi, je voudrais juste du coup passer la parole peut-être à Aurélie et Laurent, avant qu'Aurélie, parce qu'ils ont une réunion après le conseil municipal, donc on va profiter de leur présence. Vous puissiez revenir aussi sur les premiers déjà Aurélie t'a présenté un peu la façon dont les habitants avaient fait des retours, mais peut-être aussi des actions que vous êtes déjà en train de mener et qui prennent leur sens aussi dans le travail qu'ont mené les filles. Aurélie, Laurent, est-ce que vous êtes encore là? Oui. Je pense en particulier à l'ABC, le biodiversité. Ouais, Laurent, du coup, tu présentes l'ABC peut-être? Oui, bon, alors on a fait un appel à projet sur, on a répondu à un appel à projet sur l'ABC de la biodiversité. Donc voilà, on est lauréat depuis juillet dernier, donc c'est sur 2 ans. On fait un inventaire de l'ensemble de la biodiversité. Un ABC, en gros, c'est connaître et faire connaître, quoi. Donc on va faire un inventaire de l'ensemble de notre territoire sur quelques espèces, parce que c'est limité quand même. Donc amphibiens, on est un territoire humide, donc les amphibiens, ça a de l'intérêt. Ornithos, et puis pas mal de plantes. Et puis faire connaître. Donc on a un certain nombre d'animations pour les scolaires, pour nos habitants, voilà, autour de cette biodiversité. Voilà. Et donc, c'est résumé un peu rapidement. Oui, mais du coup, ça prend sens aussi avec le travail sur les haies, avec le travail sur le sol, avec le travail sur les différents milieux qu'ont révélé les filles. Enfin, qu'ont révélé, elles n'ont pas révélé, mais elles Ouais, puis sur nos pratiques après, quoi. C'est-à-dire que effectivement, prendre en compte la biodiversité, c'est aussi la prendre en compte pour nos services techniques, c'est aussi la prendre en compte pour nos entreprises, parce qu'il y a un volet formation. Donc là, on a pris contact avec une entreprise qui fait un travail sur les bords de route, sur les fossés, etc. Et donc eux, ils vont être formés en fait à une prise en compte de cette biodiversité. Voilà. Donc c'est aussi ça, hein. C'est-à-dire qu'on a pas mal de terrain, donc grâce à cette logique-là, on se dit peut-être que ces terrains, on va les entretenir un peu différemment. Peut-être qu'au lieu de faire des coupes à certains endroits dès le mois de mai, qui n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt, on va le faire peut-être à partir de juillet, par exemple, voilà, de façon à favoriser un peu cette biodiversité peut-être un petit peu banale sur notre territoire, mais qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Moi, j'ajouterais que en fait, ça n'a pas tellement changé nos projets, puisque comme je vous disais en introduction, on en a plein. Hein. On en avait plein, on en a annoncé plein dans notre campagne. L'Atlas de la biodiversité, on l'a décidé assez vite finalement, en parallèle de la résidence. Mais ce que je dirais, c'est que la résidence la richesse de la résidence par rapport au projet de la commune, c'est que en fait, c'est un récit. C'est un récit sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et ça construit, en fait. Ça veut dire que tous ces projets qu'on avait, avec notamment, on a lancé un véhicule d'autopartage, hein, donc, qui essaye de trouver de nouvelles solutions sur la mobilité.
On s'inscrit aussi dans un plan alimentaire territorial, donc pour réfléchir sur notre autonomie, sur l'éducation à la nourriture, qu'est-ce qu'on mange. Et finalement, ces choses-là, on avait des idées un petit peu éparpillées. Et ben, la résidence, en fait, elle donne corps à tout ça. Elle nous permet d'être plus forts, en tout cas, sur nos propositions et de nous appuyer sur ce qui a été fait pour la justifier et pour finalement continuer dans quelque chose de très construit. Enfin, en tout cas, moi, en tant qu'élue, je me sens plus forte maintenant parce que là, je peux davantage m'en emparer, davantage l'expliquer et donner, en tout cas, me référer à des événements qui ont lieu pendant la résidence et qui justifient finalement ces choix que nous faisons aujourd'hui en tant qu'élus et qui impacteront sûrement dans les années qui viennent. Sur les fours, du coup, pour être un petit peu plus sur des choses qui vont, on a parlé qui vont perdurer, donc on a parlé de la fête, l'inventaire, on l'a poursuivi, l'inventaire des fours à pain, et puis là, on est en train de travailler à un circuit de randonnée où on voit les fours sur notre commune. Voilà. On est aussi, on a dans l'idée d'installer un paysan boulanger. Alors, on en avait qui vendent du pain sur notre commune, qui sont à l'extérieur de notre commune. Donc là, on est en train d'essayer de trouver des terrains sur lesquels, au minimum 3 hectares où un paysan boulanger peut s'installer. On en a des contacts de paysans boulangers. Et on travaille dans cette logique-là. Voilà, aussi. Ouais, j'ajouterais une chose aussi, on est en ce moment sur le territoire de Coutances-Mer-et-Bocage, donc au niveau de l'EPCI, sur un renouvellement du PLUI. Donc, tous les élus, donc on est une 50aine de communes sur l'EPCI, c'est quand même assez grand. Et du coup, tout ce travail aussi nous a permis de nous projeter dans quelles sont nos attentes par rapport au territoire et en tout cas d'avoir une idée un peu plus précise de ce qu'on veut en faire. Et je pense que, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé pour ça et ça va continuer de m'aider, je pense, dans la construction de ce travail. On n'en a pas parlé, mais Olivier Chabert, qui est le directeur de l'urbanisme de Coutances-Mer-et-Bocage, qui avait été fortement associé à la résidence de Regnéville-sur-Mer, a aussi suivi la résidence de Regnéville, alors pas de Regnéville, de Saint-Sauveur-Village. Il n'était pas forcément très disponible, parce que il est très très pris et très sollicité, mais il a suivi ce qui s'est passé et lui, il entend bien aussi inscrire de façon très concrète, en lien avec les élus évidemment de Saint-Sauveur-Village et des élus de la communauté de communes, mais aussi des aspects révélés par la résidence ou abordés pendant la résidence. Et là, c'est intéressant aussi de voir comment, à différents niveaux, que ce soit les habitants, au niveau de la commune, au niveau de la communauté de communes, au niveau peut-être un petit peu plus large aussi régional, puisque Territoire Pionnier travaille beaucoup avec la région Normandie. On a aussi cette approche par strate administrative, mais aussi chacun avec ses objectifs et ses outils. Comment on associe aussi toutes ces strates à la démarche pour pouvoir nourrir les travaux sur lesquels sont affairés chacun et pouvoir donner du sens aussi en partant du terrain et en partant de ces expérimentations à des projets plus larges d'aménagement du territoire, de réflexion sur les politiques culturelles, de réflexion sur des politiques beaucoup plus larges. Voilà. Alors, lié aux travaux du GIEC normand, ça c'est ce qu'on essaye de faire, puisque le GIEC a présenté ses travaux en décembre 2020, il les a présentés aux collectivités en 2021, et aujourd'hui, Territoire Pionnier s'est rapproché vraiment de la région pour essayer, via des résidences ou via d'autres projets, de mettre vraiment en discussion, d'ouvrir justement cet espace-temps que permet le projet culturel porté par notre équipe, d'ouvrir sur le terrain pour mettre en questionnement, expérimenter sur des territoires vraiment qu'on essaye de cibler là de plus en plus pour faire avancer ces questions au plus proche du terrain. Marin, tu voulais compléter?
Ouais, rebondir un peu sur ce que tu dis, mais ce qui me paraît aussi vraiment, vraiment important dans ce qu'on est en train d'évoquer là, je reboucle volontairement avec le thème de ce soir, mais en fait, on dit penser la biorégion depuis le territoire, mais en fait, le territoire à proprement parler, ça n'existe pas. Il y a des territoires, en fait. Il y a des tas de territoires qui se superposent, qui s'enchevêtrent, qui se croisent, qui évoluent aussi, parce qu'en fait, chacun, chacune, on a différents territoires de vie selon nos activités. Selon, voilà, année après année, tout ça change, le vivant se meut et nous avec. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que permet la résidence, et là, Aurélie et Laurent en témoignent très bien, c'est que par ailleurs, la résidence, et donc là, elle est dans une perspective biorégionale, mais même quand elles ne le sont pas, on voit que ça fonctionne quand même. Là, c'est peut-être d'autant plus flagrant, et c'est que ça permet aussi de mettre en écho, de créer des échanges, des discussions entre les différentes strates du territoire. Et qu'en fait, il y a des villages, il y a des hameaux, il y a une commune, il y a une communauté de communes, il y a un bassin versant, il y a un PNR, il y a un département, il y a une région, il y a des services d'aménagement qui sont à la croisée de toutes ces choses-là, il y a le GIEC par là-dessus, et qu'en fait, du coup, les biorégionalistes ont aussi beaucoup travaillé sur ça, mais peut-être avant tout, ce qui compte, c'est cet emboîtement d'échelle. C'est le fait de bien regarder en face qu'il y a toujours des tas de territoires qui se superposent et qui s'enchevêtrent, et que nous, en fait, on a tendance à découper le réel de façon très rationnelle, très mathématique, mais qu'en réalité, cette pensée en silo, elle ne nous permet pas de bien comprendre comment ça fonctionne. Elle ne nous permet pas d'avoir la finesse de l'habiter. Et que de ce point de vue-là, le bon sens, quoi, les savoirs locaux, les savoirs paysans, ils savent très bien que ça change selon les saisons, qu'il faut s'adapter à des crues, à des sécheresses. Et du coup, c'est vraiment ce truc aussi d'une tentative de rétropédalage, peut-être aussi non plus que le territoire s'adapte à nos usages, mais que nous, à nouveau, nous adaptions nos usages à la diversité de ces territoires qu'on traverse, qu'on habite. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a dans l'ensemble des discussions qu'on a ce soir, tout ça qui est en germe et qui me paraît vachement important, de vraiment sortir de la pensée en silo, parce que toutes et tous, c'est le mode automatique par défaut, quoi. On y est toutes et tous un peu pris par défaut, mais dès qu'on essaye d'en sortir, on se rend compte de cette richesse et de tout ce qu'elle peut rapidement apporter, quoi. Même si c'est marginal, mais c'est riche. Merci, Marin. Et d'autant plus que notre commune, effectivement, elle est vraiment, elle rentre bien là-dedans parce qu'elle est vraiment découpée entre une partie qui est dans le parc des Marais, une partie qui ne l'est pas. Elle est découpée entre deux bassins versants, elle est découpée entre toutes nos communes historiques. Elle est découpée entre des axes qui séparent notre territoire en deux. Voilà, une voie romaine, une voie verte, un axe entre Saint-Sauveur et Coutances. Donc, notre commune est vraiment découpée entre. On rajoute en plus des découpages supplémentaires sur notre commune, quoi. Voilà. Merci à tous là-dessus. Moi, comme perspective un peu aussi, justement, on parlait peut-être de ce découpage administratif qui ne colle pas forcément avec le découpage réellement de la vie sur le territoire communal. C'est pour ça aussi qu'on a fait évoluer nos résidences pour essayer de travailler plutôt à l'échelle de bassins versants ou de portions de bassins versants. Donc là, on est en perspective, nous, pour le 2022. Là, on a une résidence qui se prépare pour nourrir un projet qu'on a plus largement sur la vallée de l'Orne, le bassin versant où est situé Caen. Et donc, du coup, on est installé. Et donc, cette résidence est celle qu'on est en train de préparer là, pour les gorges de la Rouvre, qui est située au niveau des Roches d'Ouâtre, qui est un site un peu pittoresque de la Suisse normande, mais qui permet du coup de travailler sur une entité géographique et non plus sur des entités administratives. Donc ça, c'est un peu un virage aussi qui en même temps a été déjà présent peut-être aussi dans cette résidence de Saint-Sauveur avec une approche plus de bassin versant, mais que là, on aimerait bien pousser un petit peu plus loin. Et puis, il y a une résidence aussi qui va faire le lien avec Regnéville et le bassin versant de la Sienne qui se jette à Regnéville avec une approche là, plutôt autour des récits. On a parlé tout à l'heure de mise en récit avec donc deux photographes, Antoine Séguin et Jérémy Dru, qu'on avait accueillis en résidence à Hermanville en 2018, qui vont descendre la Sienne avec Marin, qui est donc ici présent et qui est auteur et qui va
voilà, avec sa petite affaire là. Ils sont trop contents. On est trop contents parce qu'on a eu les confirmations des financements cette semaine et qui vont ensemble descendre la vallée de la Sienne et travailler sur justement une sorte de captation de la manière dont on vit ce territoire aujourd'hui, de ses potentiels, mais un peu ce qu'on questionne avec les résidences d'architectes, mais là avec une approche plus artistique peut-être, plus une mise en récit. Et donc ça aussi, pour nous, c'est assez nouveau voilà, d'ouvrir aussi nos résidences, pas seulement à des architectes, mais aussi à des artistes, à des auteurs, et de multiplier comme ça des expériences, des expérimentations pour partager plus largement avec la population des récits qui les permettent de nous nouer des attachements ou de révéler leurs attachements à ces territoires-là. Voilà, donc ça c'est des perspectives qu'on a nous et plus largement ce qu'on développe nous en Normandie, ce que Rose, Chloé et Maude ont expérimenté à Saint-Sauveur-Village. Plus largement, ça vient aussi nourrir toute une communauté de personnes qui se questionnent sur la biorégion ou sur la façon de travailler sur cette approche sur cette approche-là, mais de façon assez concrète, comment développer des méthodologies de travail, comment développer des outils, quelle attitude aussi ouvrir sur le territoire. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la disponibilité aussi des architectes à dire oui à des propositions, à se laisser le temps, à adopter aussi une approche peut-être vraiment centrée sur l'humain et en faire un vrai support aussi de projection, ou en tout cas, on parle dans notre livre là, de révéler, cultiver. Cultiver, c'est travailler sur la matière culturelle, mais c'est aussi cultiver auprès des habitants cet attachement pour le lieu qu'ils habitent, et en le cultivant, de semer des graines, enfin, préparer un terreau pour qu'ensuite toutes les graines qu'on sème puissent aussi prendre vie, même quand on ne sera plus là, en fait. C'est un peu ça. Et du coup, permettre aussi aux habitants de se réapproprier ce que disait très bien Maude tout à l'heure, c'est renforcer aussi la mise en capacité des habitants en cultivant ce terreau et en semant des graines de projets possibles, et ensuite juste aller voir de temps en temps les collectivités avec lesquelles on a travaillé, aller échanger avec les uns les autres pour continuer à revenir et à travailler tout ça pour que ça puisse porter ses fruits. C'est vrai que nous, Territoires Pionniers, on intervient donc en tant que structure culturelle très très en amont du projet urbain ou du projet d'aménagement ou même du projet d'architecture, et qu'en fait, de refonder en fait une compréhension de son territoire et une approche vraiment de terrain, ça nous semble être nécessaire aujourd'hui pour refonder des pratiques professionnelles ou des pratiques de l'habité qui demandent aujourd'hui à être complètement revues, en fait. Revues, c'est pas complètement revu, mais en tout cas quitter un mode de fonctionnement pour en imaginer un autre ou se remettre en capacité d'agir là où on est. Et donc ces résidences, c'est un vrai vivier d'expériences, de pistes. Là, ça a pris cette direction, mais dans d'autres résidences, suivant la personnalité des architectes, la personnalité des élus ou des structures qui sont mobilisées, suivant aussi la physionomie du territoire, on ne va pas du tout aboutir au même résultat. Et c'est la multiplicité aussi des expérimentations. On parlait de la démultiplication des approches et des formats, mais c'est aussi la multiplicité aussi des réponses sur mesure à chaque territoire qui permet aussi, dans la mise en partage, de nourrir l'ensemble des personnes qui veulent aller dans ce sens-là. C'est-à-dire se dire, il y a une espèce d'approche un peu similaire, mais en même temps, il y a des déclinaisons qui sont à chaque fois nouvelles, à chaque fois à inventer et à imaginer et à décliner sur place dans cet espace qui est donné. Bon. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions ou
ou des remarques Aurélie et Laurent, vous allez devoir y aller, non? Oui, on va vous On est pas mal là dans s'échapper. Oui. Oui. Ouais, c'est un beau timing. Une réussite juste au bout. Bah, Oui, effectivement. en tout cas, merci, un grand merci à toutes et à tous pour ce moment qu'on vient de partager tous ensemble. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et qui ont partagé ce moment avec nous. Et puis, donc la publication, elle est déjà disponible et nous, on va la partager. Le petit film, on a tous hâte de découvrir et on va le partager aussi assez rapidement. Et puis, bah voilà, à suivre en fait, hein, parce que tout commence à Saint-Sauveur-Village. Et puis, tout va se C'est très inspirant, c'est très inspirant. Marin, une petite Oui, non, mais je conclusion. voulais dire que même si Aurélie et Laurent, ils s'en vont, bonsoir à vous, merci beaucoup. Mais moi, j'aurais bien aimé réentendre un dernier tour de parole de Maud, Rose et Chloé par rapport à tout ce qu'on s'est raconté et leur laisser un peu le mot de la fin quand même, quoi, si vous êtes d'accord, les filles. Et bon, bah, je veux bien commencer par finir alors. C'est pas sympa, hein. Franchement. On n'a plus envie de partir maintenant. Il y aura du replay, il y aura un replay. Bon, d'accord, d'accord. Je serai brève sinon. Je vais grappiller quelques minutes, moi. D'accord. Bah, peut-être pour conclure, moi, c'est de se dire que en fait, le mot de biorégion, il n'est pas facile à amener sur le territoire et c'est peut-être pas si important que ça d'en parler directement. On n'a jamais trop réussi à l'amener parce que tout de suite, ça fait appel à un bagage trop théorique ou trop intellectuel et en fait, c'est pas de ça qu'on parlait. Et de se dire que c'est peut-être pas si grave en fait. On était parti dans l'idée qu'on allait voilà, essayer de sensibiliser les gens à la notion de biorégion et de faire quelque chose sur ce sujet. Et en fait, on n'a quasiment jamais parlé de biorégion avec les gens sur place. Et bah, voilà, c'est l'expérience qui le montre. Donc je sais pas. Voilà, c'est peut-être que sur d'autres expériences à d'autres endroits, ce serait différent. Mais voilà, nous, en tout cas, on a dû un peu s'échapper de ce bagage théorique. Et bah voilà, c'est peut-être pas si mal. Peut-être que sinon, on n'aurait pas parlé de four à pain. De manière générale, la résidence, c'était aussi une manière d'apprendre énormément sur ce que ça peut être le métier d'architecte ou d'urbaniste et d'apprendre par exemple, comme le disait Chloé là, d'un côté, avoir en tête un bagage théorique, mais aussi à le mettre de côté quand c'est nécessaire ou à se laisser porter. Et puis se rendre compte que notre métier, c'est aussi, c'est pas seulement de projeter sur le territoire des dessins, des conceptions, etc., mais c'est aussi de rencontrer des personnes, de rencontrer des territoires, de donner à voir des choses sur place. Et personnellement, ça m'a quand même fait réfléchir à la diversité des manières dont notre métier peut être pratiqué. Et ça, c'est une richesse qui est quand même formidable. Ouais, ça allait être mon mot de la fin aussi sur la puissance en fait, de ce format de résidence. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qu'on a mesuré durant la résidence. On s'est bien rendu compte que nos regards évoluaient tant sur nos pratiques que sur nos habitudes. En fait, ça a été un vrai temps pour déconstruire, je pense, ce qu'on n'a pas l'habitude, sachant qu'on est toutes jeunes diplômées, donc des habitudes de 2-3 ans, mais qui au final étaient quand même assez enracinées. Donc ça a été un réel temps de construction, mais aussi un temps de recul. Et je pense que là, on mesure encore plus, en fait, une fois cette résidence finie, c'est-à-dire une fois vraiment avoir digéré et en se relançant dans nos activités quelques mois plus tard, c'est-à-dire recommençant pareil des formats d'animation ou des temps de rencontre, en tout cas en se confrontant à peu près aux mêmes problématiques qu'on a essayé de déployer. Moi personnellement, je sais qu'il y a un grand... On parlait de respect, on parlait d'écoute des lieux, on parlait de posture ou autre. Je sais qu'il y a eu un réel... ouais, ça a été un laboratoire, quoi. Merci à toutes les trois, hein, super, merci. Ça finit aussi bien
ça finit aussi bien cette rencontre. Voilà. Bon. Bah, Marin, tu es satisfait? Il y a eu ce petit mot de la fin. Ah oui, quand même. Ah bah voilà. C'est important. Voilà. Non, mais merci beaucoup les filles. Tout le monde l'a dit dans le chat, mais bravo, bravo pour votre travail, pour la qualité formelle et de fond de ce que vous avez réussi à faire. Et on espère que ça fera plein de petits partout à Saint-Sauveur Village, dans plein de directions qu'on n'a pas encore imaginées. Ce serait ça le mieux. Bon, bah, merci à tous et puis bonne soirée à tous. On est 20h01, on est bien. On est, voilà. Parfait. Ça, c'est parfait. Tu vas pouvoir aller à ta réunion, Laurence, sans problème. C'est ça. Et puis, Bon. à bientôt pour la fin de Chantier commun. Ce n'est pas tout à fait fini. Il y a encore quelques événements. Et puis, sinon, à bientôt sur le terrain, sur d'autres projets de résidence ou dans un livre ou sur notre site. Voilà, il y a pas mal de documents qui permettent de pousser sur toutes ces questions. Voilà, à chaque fois, c'est libre d'accès, donc n'hésitez pas à les faire fouiller dans tout ce qu'on partage. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bravo. Au revoir. Bravo. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.